Bienvenue dans Solo, la série qui place les avocats individuels au centre à travers un partage d'anecdotes et d'expériences. Pour cet épisode, je suis accompagné de 4 confrères de qualité. Karina Elara, donc je suis avocat individuel depuis 2018. Je pratique principalement en droit social et en baux commerciaux. Alors moi, je suis spécialiste en propriété intellectuelle et je pratique aussi le droit du sport depuis bientôt 20 ans. Et je suis président de l'association des avocats mandataires sportifs. Bonjour, je m'appelle Xavier Demezois, je suis avocat en droit immobilier. Je me suis installé en 2018 et j'ai créé une expertise particulière en droit des locations saisonnières, plus communément appelé droit Airbnb. Moi, je m'appelle Élise Arfi, je suis donc avocate au barreau de Paris. J'ai été collaboratrice pendant assez longtemps et je suis installée à mon compte depuis 2017 et je suis pénaliste. Pour ma part, c'est Rémi Dandan, avocat au barreau de Lyon. Je crois que je suis le seul ici, installé depuis 7 mois, tout juste, et j'exerce en droit public, essentiellement en droit de l'urbanisme et en droit de l'éducation. Justement, aujourd'hui, on est tous individuels, mais on n'a peut-être pas tous commencé comme ça. Est-ce que vous avez commencé directement en individuel ou est-ce que vous avez été d'abord sous un autre statut, collaborateur, associé, salarié? Comment vous avez commencé? Élise, par exemple. Alors moi, j'ai commencé comme collaboratrice, mais il faut dire que j'ai prêté serment en 2005 et à l'époque, on était obligé de faire 2 ans de collaboration au moment où on prêtait serment, c'est ce qu'on appelait le stage. Et donc, j'ai été collaboratrice dans un premier cabinet pendant 3 ans et après pendant 5 ans dans un deuxième cabinet avant de m'installer. Et à l'époque, je faisais de la propriété intellectuelle, comme toi. Et puis en 2011, j'ai amorcé un vrai tournant puisque je suis devenue secrétaire de la conférence. Et ensuite, le pénal ne m'a plus quittée. Et vous, pareil, vous avez tous commencé direct par la collab ou vous avez passé... Moi, pas du tout. J'ai tout de suite été dans l'installation parce qu'en fait, j'étais 9 ans d'entreprise. D'abord, j'étais juriste d'entreprise au sein d'une grosse major du disque, Bertelsmann Music Group, BMG, qui maintenant est associé avec Sony Music. Après, j'ai fait un parcours en entreprise encore chez Canal+. Et au bout de ces 9 années dans l'entreprise, je me suis dit, bon, tant qu'à faire d'être esclave, je vais être esclave de moi-même. Donc j'ai pris des locaux chez un copain. Et au début, une sous-location, comme on dit, une domiciliation, dans le 17e. Et après, je me suis dit, bon, c'était parti, quoi. Moi, j'ai commencé en tant que collaboratrice, à temps partiel chez 2 temps partiels, ce que je déconseille. Pourquoi tu déconseilles? Parce que c'est difficile de combiner en fait 2 collaborations à temps partiel où finalement l'un prend trop de temps et l'autre est pas assez satisfait du travail rendu. Et donc j'ai rapidement été à mon compte, mais sur conseil de la personne avec qui je travaillais, qui m'a dit, en fait, je pense qu'on va trouver une autre solution pour travailler ensemble. Je te propose de te mettre à ton compte et on fait de la sous-traitance. Ah, trop bien. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé en faisant de la sous-traitance avec la personne avec qui je travaillais à la base en tant que collaboratrice. Ok, après, tu as réussi à développer ta propre clientèle. Exactement. Ok, super. Toi, Xavier, comment tu as fait? Moi, en fait, ça faisait 7 ans que j'étais collaborateur et j'avais un petit peu fait le tour du cabinet. C'est-à-dire que je m'épanouissais plus, en fait. Je n'apprenais plus. J'étais sur un gros contentieux qui s'essoufflait un petit peu. Et mon fils venait de naître. D'accord. Et je venais d'acheter un appartement avec mon épouse, qui était également avocate. Et j'avais vraiment le rêve de m'installer. Et je commençais à vivre un peu difficilement cette fin de collaboration. C'était même éprouvant. Et un soir, je suis rentré à la maison et ma femme avait mon fils dans les bras. Et j'ai dit à mon épouse, je commence à avoir la boule au ventre. Et quitte à avoir la boule au ventre, autant l'avoir pour mon cabinet. Et je lui ai dit... Le problème, c'est que j'ai ni client, ni réseau, ni fortune. Donc, comment je vais faire? Et elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit, moi, je pense que tu vas réussir, je te fais confiance. Et elle travaillait dans un cabinet d'avocat d'affaires, donc elle avait plus de sécurité, plus de revenus. Et elle m'a tout simplement dit, je te couvre pendant 6 mois. Je couvre toutes tes dépenses, toutes tes charges. Je te fais confiance. Et le lendemain, à 8 h, je donnais ma démission. Est-ce que vous seriez capable d'énumérer, si je puis dire, les avantages que vous trouvez à ce statut et les contraintes aussi que vous lui trouvez? Et qu'est-ce qui fait que vous trouvez que la conciliation entre avantages et contraintes penche vers l'avantage et vous maintient dans ce mode d'activité-là? Alors, moi, sur les avantages, je pense que déjà, on a une satisfaction de se dire qu'on travaille pour soi. Et on a le remerciement ou pas du client en direct. Donc déjà, je pense que c'est pas mal. Après, je pense que sur les inconvénients, il ne faut surtout pas être stressé par l'argent.
Parce que si tu te dis tous les matins, j'ai toutes ces charges à payer, qu'on connaît tous, etc., je pense que tu vas te vite regretter, là, entre guillemets, soit le confort de la collaboration ou soit le confort du salariat. Ouais. Donc, j'allais dire, quand tu veux organiser ton temps comme tu le souhaites, quand tu souhaites, par exemple, moi je vois que, comme Xavier, j'ai été papa, donc du coup, bon, ma fille elle est grande maintenant, mais c'est quand même bien pratique. Moi, le plus grand avantage, c'est la liberté. Okay. Et de toute façon, ça correspond parfaitement à ma personnalité. Quand j'étais en collaboration, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu quand même des patrons très compréhensifs. Mais c'est vrai que voilà, je suis une très grande indépendante. J'étais indépendante avant d'être avocat. Ça correspond vraiment à qui je suis. Et je ne supporterais pas qu'on me dise... il est 9h, fais ci, fais ça, etc. Je l'ai fait, mais parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir des patrons géniaux qui ont respecté cet aspect-là de ma personnalité. Ouais, tu parlais du format entreprise de certains cabinets et le fait que tu t'épanouis plus comme tu es aujourd'hui, c'est aussi parce que tu rentres en fait dans les avantages, la proximité, le lien direct en fait avec le client, c'est-à-dire que tu as besoin de ça. Quand j'ai travaillé en cabinet, au départ, je travaillais pour les autres. Et les autres, en fait, s'appropriaient tout mon travail. Et moi, je faisais énormément de contentieux. Et c'était vraiment très exigeant. Il fallait être extrêmement rigoureux. Je travaillais énormément. Et puis, finalement, dans l'ombre, hein, dans l'obscurité, dans l'anonymat. Moi, il y a une expérience qui m'avait vraiment marquée. C'est que j'avais travaillé, la dernière année de ma collaboration, j'avais énormément travaillé sur un très, très gros dossier pour une très grosse fondation américaine. Le dossier a été gagné en première instance en appel. J'ai fait toutes les écritures, j'ai fait 300 pages de conclusion. J'y ai vraiment passé des centaines d'heures. Et à la fin, les associés sont allés invités à Venise par le client. Ils ne m'ont même pas proposé de venir. Et là, j'ai dit non. Plus jamais. La prochaine fois, c'est moi qui irai à Venise. Donc voilà, je crois qu'il y a eu des événements qui m'ont quand même marqué. Et vous avez un meilleur souvenir de votre premier, peut-être, gros dossier en individuel, là, un jour où vous vous êtes dit, OK, tu vois, là, je suis vraiment individuel, j'ai mon gros dossier, je peux aussi avoir ce type de dossier-là. Vous seriez capable de nous raconter une petite, peut-être la joie que vous avez ressentie quand vous avez reçu un appel d'un client. Toi, en plus, tu as des artistes, des sportifs, et un jour, peut-être, tu as... Alors, moi, j'ai une anecdote, effectivement. Je crois que j'ai dû prêter serment... c'est dans les 6 mois. Ouais. Et il se trouve qu'un artiste assez important de la musique urbaine me fait confiance, parce qu'on ne peut pas donner les noms, et qui est Victor de la musique, donc quand même, ça place le niveau. Et il se trouve qu'on utilise sa marque. On utilise sa marque, parce qu'il a déposé une marque. Et donc, un gros groupe audiovisuel, on lui fait une mise en demeure, classique, pour dire il y a un problème sur cette utilisation de cette marque. Et je me rappelle, le confrère qui m'appelle d'un très gros cabinet, du très gros groupe audiovisuel, me dit « Confrère, vous savez à qui vous attaquez ?» J'étais « Mais oui, où est le problème? On va faire du droit. » Et là, le confrère accroche et il me dit « Ah bon, je vais vous passer ma collaboratrice alors. » Parce qu'il pensait que justement que j'allais être impressionné par ce très gros groupe audiovisuel et ce très gros cabinet. Et je me dis « Ah, là, tu rentres dans le game. » Moi, j'ai créé une expertise sur Airbnb. C'est une matière qui n'existait pas juridiquement. Il y avait un vide total. Et à l'époque, j'avais commencé à écrire des articles sur Internet. Et du coup, comme il y avait très peu d'articles, on va dire que je me suis fait repérer assez vite par la clientèle. Et un jour, je reçois l'appel d'une cliente russe. Je me souviens, j'étais en vacances avec mon épouse dans la voiture. Elle m'appelle paniquée. Elle avait reçu un courrier de la ville de Paris. Elle était poursuivie. Et je lui dis, écoutez, je ne peux pas vous aider. Si, vous allez m'aider parce que vous avez fait un article là-dessus. Je dis, bon, très bien, je vais vous aider. Je l'ai assistée en opération de contrôle, elle était très stressée, je me rappelle. Et elle s'est fait poursuivre en justice, mais mon assistance en opération de contrôle avait quand même beaucoup aidé dans le dossier. Et elle a été jugée, elle a eu une amende vraiment symbolique, très basse. Elle risquait 50 000, je crois qu'on avait obtenu 3 000 euros. Elle était ravie, évidemment. Et puis moi, ça m'a lancé, en fait. Ça m'a lancé parce que j'avais suivi toutes les étapes de cette procédure-là. J'ai communiqué sur le jugement, parce qu'il faut toujours communiquer. Et puis, 2 ans après, je gérais 300 affaires similaires et je devenais le premier adversaire de la ville de Paris. OK. Voilà. Mais alors là, tu avais déjà fait un article sur Airbnb. Qu'est-ce qui a été à la base de cette réflexion sur le Airbnb? Parce qu'il n'y avait pas trop de doctrine. En fait, justement, là, on en parlait tout à l'heure, c'était intéressant. C'est un ami avocat, en fait, dans mon coworking, quand j'ai commencé. Il vient me voir un jour, il me dit, toi qui fais un peu d'immobilier, de copropriété, regarde, j'ai un copain qui se fait poursuivre par la ville de Paris, il risque 50 000 euros. Est-ce que tu peux regarder? Bien sûr, je regarde et je fais des recherches juridiques, je ne trouve rien.
Le vide total. Pas d'article, pas de doctrine, pas de jurisprudence, rien. Je dis, c'est quand même bizarre. Et cet ami en question, avocat, prend le dossier en disant, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Et il a eu une grosse amende. Bon, voilà, et ça m'a un peu piqué. Et je me suis dit, mais il faut creuser cette question. Et Doctrine m'a aidé à ce moment-là. Doctrine m'a vraiment aidé. Parce que les décisions que j'ai pu obtenir par Doctrine n'existaient pas sur Internet, n'existaient pas sur Légifrance, n'existaient pas en accès libre. Il fallait profiter de l'offre de Doctrine qui a cet accès spécifique. Et là, j'ai souscrit l'offre et j'ai eu 60 décisions, ville de Paris. Je les ai téléchargées, je les ai analysées et j'ai pu en faire quelque chose. D'accord, ok. Tu as pu synthétiser un peu l'état du droit pour aider les justiciables derrière. Exactement, tout à fait. J'ai pu pratiquement créer ma niche, notamment avec Doctrine. Ok. Voilà. Et toi, Élise, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que du coup, tu es pénaliste. Et donc, on a cette image du pénaliste qu'on définit limite par une grosse affaire, par exemple. C'est quoi ce premier dossier qui t'a dit, OK, là, maintenant, je joue dans la cour dans laquelle j'avais envie de jouer? Mon premier très gros dossier, c'était pour une personnalité un peu sulfureuse, un homme d'affaires assez connu, dont je ne dirai pas le nom, également, pour une procédure en diffamation contre un ancien ministre de l'Intérieur. Il était cité en diffamation et moi, j'avais l'expertise déjà de faire beaucoup de droit de la presse. Et donc, le cabinet qui défendait cet homme d'affaires, par contre, ne savait absolument pas, personne ne savait faire de la diffamation chez eux. Et donc, je connaissais une collaboratrice du cabinet qui m'a appelée, c'était un jeudi, elle me dit « Est-ce que mardi, tu peux venir plaider le dossier ?» Donc, là, je me suis dit « Il y a un train qui est en train de passer, il faut que je saute dedans, il faut que je sois dedans. » Donc j'ai bossé, je sais pas, 50 heures et je suis arrivée, j'ai plaidé ce dossier et c'était absolument génial. Donc c'était correctionnel, c'était pas du pénal, c'est pas un dossier d'assises ou cocasse, mais c'était c'était un beau dossier. C'était un très très beau dossier et puis ça a été en fait une rencontre fondamentale pour moi. C'était un calibre de dossier que j'aurais pas pu avoir normalement parce que ça prend des années. Même en tant que secrétaire de la conférence ? Bah oui, parce que nous, on faisait plutôt du petit pénal. C'est extrêmement difficile, en fait, de défendre des gens, entre guillemets, connus, quand vous-même, vous partez de rien du tout, quoi. Personne vous connaît, hein, personne vous attend. Des pénalistes, il y en a plein, et des très très bons. J'aimerais juste, si vous seriez capable de me résumer vos premières années d'individuel en un mot, en une expression, quelle serait cette expression ? Moi, je sais qu'avec mon expert comptable, par exemple, parce que c'est vraiment une question de finances publiques, je crois, ma difficulté, c'est Dieu qui donne, c'est l'URSSAF qui reprend. Voilà. C'est vraiment la sensation que j'ai eue mes premières années, c'est que ce qui était à moi ne l'était pas vraiment. Et il a fallu apprendre à gérer ces flux qui sortaient visiblement beaucoup plus rapidement qu'ils n'entraient. Bah, c'était ma femme qui était avocate qui me disait, je lui dis chérie, je suis content, je crois que j'ai fait un bon mois. Elle me dit bravo. Puis le mois passe et puis rien sur le compte. Elle me dit où est l'argent ? Je dis t'inquiète pas, je vais délivrer, je vais envoyer ma facture et puis j'ai un chèque sur mon bureau et puis ceci et puis cela. Et puis on se retrouve au bout de 30 jours où il n'y a rien sur le compte. Par contre l'URSSAF, lui, il envoie des notes, le loyer il est là, l'impôt sur le revenu il est là, le crédit de l'appartement il est là. Et là je me suis dit c'est pas possible, je vais pas tenir 3 mois. Élise a connu ça, mais les artistes, ils sont toujours pauvres, les producteurs, pareil. Parfois, c'est des honoraires forfaitaires avec un complémentaire de résultats. Quand tu as le résultat, parfois, ils se disent « Oh, mais tu as eu trop de résultats, là !» Ils pensent que ton talent était surévalué. C'est compliqué. Moi, j'avoue, c'est compliqué. En revanche, moi, depuis le départ, je n'ai jamais pris un dossier s'il n'y avait pas une convention d'honoraires signée. Oui, c'est essentiel. Et obligatoire, en plus. Oui, c'est obligatoire. Mais tu sais, des fois... certains te disent mais coach tu me fais pas confiance. Oui c'est vrai. Mais quand ça commence comme ça, c'est mauvais. Mais moi c'est fini. Moi, dès que tu quand ça commence par l'argent, c'est pas un problème. Et tu me fais pas confiance, c'est que rien ne va. Moi je te dis va voir un autre. En plus la concurrence est rude. Tu auras toujours un confrère. On est 34 000 à Paris qui va prendre ton dossier. Donc mais j'y penserai. La convention honoraire c'est bien, mais c'est aussi la provision parce que en soi il y a des clients qui signent et au moment où il faut aller chercher l'argent il n'y a plus rien. Oui c'est vrai. Donc c'est aussi provisionner en amont du démarrage du dossier pour se dire au moins on a quelque chose. Et au moment où on redemande une provision, si on ne travaille pas au forfait, de se dire j'arrête là si vous ne me payez pas. Parce qu'une convention, parfois, quand on va au bâtonnier, il nous dit oui, mais il n'a rien en fait. Vous avez une décision, on vous donne la décision, allez l'exécuter, mais il n'y a rien.
Dans tous les cas, les sommes qu'on demande, elles sont quand même importantes. C'est-à-dire qu'elles sont importantes parce que l'essentiel n'est malheureusement pas pour nous. Ouais, tu as la TVA, tu as l'URSSAF qui va arriver derrière. Enfin bref, il ne te reste pas vraiment beaucoup sur tout ce que tu as facturé quand tu ramènes à l'heure. Mais eux, ils ont besoin de ça parce que pour eux, c'est quand même une somme. Surtout quand tu leur demandes même de provisionner, c'est 50, 60, 70%. Ils vont le décaisser de suite. Et pour eux, ce n'est pas forcément simple, encore plus dans le contexte actuel. Et comment vous vous organisez peut-être aujourd'hui pour faire en sorte que votre activité soit stable ou que financièrement, en tout cas, vous ne preniez pas trop de risques sur une année, malgré le côté un peu sinueux, si je puis dire, d'une année de facturation? Aujourd'hui, la question se pose un peu moins, puisqu'il y a du travail, mais c'est vrai que pendant très, très souvent, après moi je suis un peu anxieux de nature, mais chaque semaine, une fois que le mois était terminé, même s'il était bon, le mois suivant, je me dis, mince, on repart à zéro. Là, actuellement, j'accueille une stagiaire, et j'ai l'impression que tous les mercredis, je lui dis, je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et le jeudi, et le vendredi, je pense pas d'avoir trop de travail. Limite, on n'arrive plus trop à produire parce qu'en fait, on reçoit 4, 5, 6 appels. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est que dans mon domaine, mais moi, les clients ils m'appellent quand le délai de 2 mois est réduit à 1 semaine. Ça va être trop simple. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'ils disent, bon, j'ai voulu tenter tout seul, ça n'a pas passé. Allez, je prends un joker. Super Rémi. Ouais, c'est ça. Et là, toi, tu te dis, putain, non, mais t'avais 2 mois, appelle-moi avant, parce que c'est vrai que ça devient particulièrement compliqué. Et il faut bousculer, en fait, tout ce qu'on a sur le bureau. C'est vrai que c'est... Il ne faut pas être trop angoissé, surtout il faut avoir une bonne banque. Parce qu'il y a des décalages de trésorerie qui peuvent être assez vertigineux. Il n'y a pas de honte, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette activité, qu'on soit individuel ou même des très gros cabinets. On n'a pas de chômage, des gros problèmes de trésorerie, parce que, voilà, exactement, ça sort plus vite que ça n'entre. Ouais, c'est clair. Les charges sont fixes, c'est ça le problème. Non, parfois, c'est super compliqué. Et en plus, moi, là, je suis dans mes premières années. Ça veut dire que j'ai toutes les régularisations. Ça veut dire que là, moi, dans ma tête, je peux faire de très grandes choses. Dans la vraie vie, je ne suis pas sûr. Non. Parce que j'ai l'URSSAF qui est là-bas en train de faire des projets avec mes sous. C'est ça. Et du coup, des fois, je me dis, voilà, je vous offre une voiture, les mecs, profitez-en bien, quoi. Mais c'est vrai que ça fait peur. Maintenant, on est avocat individuel. Ok, en tout cas, on a l'idée, on vient de poser la démission, par exemple, on va se lancer. Il y a la question des premiers clients. Moi, mes premiers clients étaient des clients qui ne m'avaient pas choisi. C'était les clients que je défendais au titre de la commission d'office, parce que j'assurais les permanences pénales. Je ne les choisissais pas, ils ne me choisissaient pas, en fait. Mais c'était quand même des clients, et après, justement, on avait la chance de faire ces rencontres, d'aller en maison d'arrêt, de les défendre. Et puis, si on les défend bien, si on a du résultat, les co-détenus, les gens autour d'eux, de l'entourage, les cousins, les familles vous perçoivent bien et vous adressent d'autres clients. Ça fait boule de neige comme ça. Ok. Les premières années, je faisais que de la sous-traitance presque. Je devais avoir 90% de sous-traitance. Et donc, en fait, moi, mes clients, c'était les avocats qui étaient mes premiers prescripteurs. C'est drôle, ça. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, tu n'avais pas de clients perso. Tes clients perso, c'était ceux pour qui tu étais censé bosser à la base. Plus ou moins, ouais. Excellents payeurs, en tout cas, les avocats. Mieux que des clients perso. Mais oui, effectivement, j'avais quelques clients perso, mais ma grosse majorité, c'était les avocats qui ne pouvaient pas traiter certains dossiers ou n'avaient pas le temps et donc me demandaient de faire la sous-traitance. Et Jim, j'ai une question parce que tu avais un réseau professionnel. Mais comment tu fais quand tu annonces ta démission à ta boîte pour dire donc je vais devenir avocat, c'est un autre job? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas renouvelé mon CDD. D'accord, tu étais en CDD. J'étais en CDD chez Canal. Et du coup, je me suis dit, bon, ça tombe bien. Donc, effectivement, moi, ma clientèle, ça a été effectivement tout ce réseau d'entreprises que j'avais construit indirectement pendant 9 ans. Donc, du coup, je leur ai dit tous, tu sais, je vais arrêter. Ah, d'accord, tu vas faire quoi? Je dis, je vais m'inscrire au barreau. Ah, très bien. Et aussi, c'est un réseau aussi de copains de lycée. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être l'avocat d'un DJ connu qui commençait à ce moment-là. Donc, résultat, il a eu un vent en poupe. Toute la scène électro commençait à ce moment-là. Donc, du coup, il m'a envoyé des clients. Et ça fait que ça... Voilà. Et le deuxième réseau, c'est comme j'étais très sportif. Donc, parce que j'ai fait de l'escrime à haut niveau, j'ai fait de l'athlé à haut niveau, je joue encore au basket à un niveau correct. Et ça fait que du coup, tous les sportifs, en fait, quand je me suis installé, ils m'ont dit, mais là, tu pourras nous donner des conseils officiellement. Parce qu'avant, c'était plus des copains de vestiaire ou des copains de copains. Donc,
Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Moi, j'ai démarré sur une... Et c'est un conseil que je donnerais à ceux qui nous regarderont. On peut lancer un cabinet aujourd'hui sans réseau, sans fortune, sans connaissance. Comment ? Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai partagé les locaux de Karina. On était tous les deux sur le même coworking. Et à l'époque, il y avait un avocat, un jeune avocat, beaucoup plus jeune que moi. Et je le voyais toute la journée au téléphone trouver des nouveaux dossiers. Un jour, je vais le voir, je dis, mais comment tu fais ? Et il me dit, mais c'est tout bête. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Tu payes 100 € par mois. Et tu fais partie d'un réseau, tu donnes ta compétence en immobilier, tu vas recevoir des mails avec des prospects de gens qui ont besoin de toi pour une expulsion, pour un problème de copropriété, etc. À toi de les appeler, à toi de les convaincre d'être leur avocat. J'ai fait aussi un peu comme Xavier, c'est-à-dire me mettre sur des sites de mise en relation qui ont pu générer de la clientèle. Et avec le Google AdWords aussi, ça peut aider. Effectivement, tout ce qui est tout ce qui est après sur Internet. Aujourd'hui, les gens ont tendance à chercher quand même, surtout sur des matières peut-être pas pénales, je pense, où ils vont préférer quelqu'un qu'on leur conseille, mais sur des matières, moi je fais du droit social, et c'est vrai que les gens vont avoir tendance beaucoup à chercher sur Internet pour trouver un avocat. Ouais, mais au final, c'est vrai que le nerf de la guerre, en fait, c'est la qualité de ton travail. Et même sur ça, j'ai même une autre anecdote, c'est que moi, vers le tout début, j'ai eu un énorme pic En fait, j'ai commencé mes premiers dossiers perso, donc avant même que je sois en individuel, je ne les ai pas vraiment recherchés. Donc, j'ai eu évidemment une amie qui est venue. Et puis, un jour, ce qui se passe, c'est que ma femme, elle dit « Putain, mais en fait, avocat, ça a l'air sympa. Moi, je veux faire comme toi. » Sauf qu'elle a fait Sciences Po, donc elle n'avait pas de Master 1 de droit. C'était pas Sciences Po Paris. Et donc, elle tente de postuler dans un Master de droit, droit international. On la refuse. Alors que ce Master forme pour entrer dans la boîte de laquelle elle était au top, quoi. Elle venait de gagner un prix de la Commission européenne. Enfin bref, là-bas, c'était une légende. Je dis non, mais c'est. Donc là, je me rends compte que c'est absurde. Et donc, je commence à m'intéresser à cette question-là. Et je ne sais pas comment. J'ai ensuite un étudiant qui me contacte sur cette question de la sélection en master, parce que je ne me suis pas intéressé à ça comme ça. C'était que j'avais ma femme, je voulais la sauver, quoi. Et derrière, le dossier réussit pour cet étudiant. Et pour moi, le dossier s'arrête là. On a gagné, point. Et de lui-même, il a un contact dans la presse, ou je ne sais pas où. Et donc, j'ai un article qui sort dans l'Étudiant. Et il parle de moi. Et à partir de là, quand tu as un journaliste qui parle de toi, comme tu es le seul à faire ça, tu en as 2, 3, 4, et je me retrouve. Et franchement, ça a été un élément déclencheur pour moi. Alors, est-ce que vous avez eu une expérience en particulier qui vous a dit, OK, à partir de maintenant, je ne peux plus bosser comme ça, j'ai un vrai problème? J'étais tombé sur une personne qui était vraiment une personne un peu agressive, qui était très difficile à gérer, qui disait blanc un jour, noir le lendemain. Il y a un moment, je ne savais plus comment le gérer. Et en fait, c'est bête, mais on m'a dit appelle l'ordre. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un référent à l'ordre qui a été extraordinaire, qui m'a dit confrère, vous ne pouvez pas gérer une personne comme ça qui vous fait des menaces. Parce qu'elle me faisait des menaces. Elle m'a dit vous avez des droits. Lui, il répond sur un volet pénal de ce qu'il est en train de faire. Et il m'a dit faites-moi un mail, mais nous, l'ordre des avocats, on vous protège, on vous couvre. Je me suis senti en sécurité. J'ai quitté ce client. Et en fait, j'ai appris aussi ce jour-là que parfois un client, c'était une relation, et il fallait dire non, il fallait le quitter. Il ne fallait pas avoir peur de le faire. Au final, on trouve quand même beaucoup d'aide chez les confrères, parfois même au cœur de l'ordre. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers les autres, parce qu'il y a toujours une oreille qui aime vous écouter, vous accompagner, vous parrainer, vous mentorer. Et Karina, qui est ici, là, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Oui. Karina, un jour, je vais la voir. On ne se connaissait pas bien. Et je lui dis, je ne sais pas faire une déclaration d'appel. Et elle savait. Elle me dit, moi, je sais le faire. Ouais. Elle est venue dans mon bureau, elle me l'a fait avec moi. Elle m'a expliqué, en plus, comment la faire. Moi, quand je me suis installé, pareil. En plus, moi, j'avais jamais fait de procédure. Donc, et c'est vrai que j'ai choisi d'être avec des confrères justement où je pouvais taper à la porte, tu sais, déclaration d'appel, tu me montres. Mais rien que la pause café, c'est trop important. Tu sors, il y a un truc qui t'a ruiné la matinée, tu dis allez, je propose un café à tout le monde, et en fait mon problème là, c'est maintenant que ça va se régler. Et même moi j'ai fait mieux que vous, je crois, parce que je sors de mon cabinet et mon voisin de palier, c'est mon expert comptable. Il y a quelques idées reçues, si je puis dire, sur l'exercice individuel, notamment quelque chose qui va, je crois, un peu être au centre de toutes les questions qu'on a traitées, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, puisque ça dépend du flux de dossiers qu'on va être en mesure de faire rentrer, de la structure qu'on a choisie, parce que est-ce que tu veux prendre tous les dossiers qui t'a recruté, pas recruté, est-ce que tu veux gérer quelqu'un? Vous, est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso,
Moi, en fait, c'est vrai que j'ai quand même une chance énorme, c'est que c'est ma passion dans la vie, ce que je fais professionnellement. Et que, en plus, voilà, je mets la liberté, je la place, c'est ma priorité, c'est ma liberté. Et donc, je peux, si je ne veux pas travailler, par exemple, le mercredi, que j'ai pas d'audience, je ne travaille pas. Mais par contre, le samedi à 20h, je peux bosser jusqu'à 3h du matin, en fait. Hein. C'est quand même l'inconvénient d'exercer en individuel. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus difficile quand on est seul, à la différence des grosses structures, c'est que, par exemple, quand on part en vacances, c'est bête ce que je vais dire, mais je pense qu'on se retrouvera peut-être dans ce que je viens de dire. Quand je suis parti en vacances, là, il y a 15 jours, vous avez beau faire un message répondeur type, un message d'absence, etc. Je dis souvent à mes proches qui me voient travailler pendant les vacances, je leur dis, mais vous savez, les problèmes de mes clients ne prennent pas de vacances. Et c'est une phrase qui est vraie. Vous ne pouvez pas venir expliquer à quelqu'un qui va être déféré ou un référé liberté où on arrive au 2e mois ou un auteur qui a une grande difficulté. On ne peut pas venir expliquer je reviens de vacances dans 9 jours, rappelez-moi. Lui, il va dire très simple, il va dire écoutez, je vais appeler quelqu'un d'autre. C'est ça. Au revoir. Ouais. Alors, on peut aussi l'accepter, mais si on veut garder le client, ça va prendre peut-être quelques minutes pour lui expliquer qu'on va faire ci, on va faire ça. Alors, moi, très tôt, j'ai mis mon portable sur ma carte de visite. Tout le monde me dit, moi aussi. Ouais. Je dis, mais moi, j'ai pas de problème à dire à un client, je te rappelle. Et moi, j'avoue, les points d'interrogation, je réponds pas à un point d'interrogation. donc, à partir de là, après, c'est vrai qu'un artiste, il a des questions à 23h, un samedi. Et après, il faut savoir discipliner ses clients. Ouais. Moi, pareil, un sportif, il finit l'entraînement à 20h. Il a milliards de questions. Donc, c'est aussi un autre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que, comme Xavier, moi, j'avoue que je bosse pendant toutes mes vacances. C'est-à-dire que ma fille me disait toujours, papa, tu travailles? Je dis oui, mais je travaille parce que, regarde, ça paye les vacances. Après, c'est un mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que, moi, un peu comme Élise, je fais mon rêve d'enfant. Donc, je vais pas... Moi, à l'âge de 11 ans, je vais être avocat. Donc, je vais pas aujourd'hui me dire, oh, c'est trop bête. Donc, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, vous arrivez assez difficilement à vraiment prendre des vacances et à couper totalement. Moi, j'en prends. Ouais. En plus, moi, j'ai élevé ma fille en garde alternée, donc j'en prends depuis toujours. Mais je travaille. Je fixe des horaires où je dis, voilà, même si je suis au bout du monde, je suis en Guadeloupe, où je leur dis, je t'appelle à telle heure. Et c'est à prendre ou à laisser, en fait. Ouais. Et c'est pas être présomptueux, mais je leur dis, attends, il faut bien que j'ai une vie. Oui, c'est clair. Voilà. Après, moi, j'ai pas de problème à dire. Tu sais, il y a 34 000 avocats à Paris. Si tu veux changer, mets-toi à l'aise. C'est dangereux. Grâce à Dieu, ils n'ont pas trop bougé. Mais il faut être comme ça au début de son activité, encore plus en individuel. Et c'est vrai que quand tu es dans une grosse structure, ça continue à tourner. Moi, j'ai une petite boutique. Comme je leur dis, je fais la haute couture et tu peux pas avoir le même service haute couture que si tu fais du prêt-à-porter. Donc, à partir de là, c'est ton choix. D'avoir Jean-Michel Gabriel ou un autre qui, lui, va te répondre à des horaires classiques. Parce que il y a aussi l'avantage. C'est que toi, tu peux très bien répondre un samedi, alors qu'une grosse structure va te dire c'est lundi matin, 10h. Donc, c'est ça. Donc, parce que le et c'est pas la même facturation aussi. Donc, parce que le gros avantage en fait de l'individuel, c'est que les gens t'appellent pour de l'intuitu personnel. Ça veut dire que autant ils peuvent pas être contents parce que tu vas pas pouvoir leur répondre là maintenant tout de suite. Par contre, ils passeraient à personne d'autre parce que c'est vraiment toi qui veux. On va rechercher en fait un équilibre dans l'exercice intense qui est le nôtre parce que ça nous plaît, parce qu'on est passionné. Tu as beaucoup insisté dessus. Je pense que c'est ce qui nous nourrit tous. C'est la passion de ce qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on est en individuel, c'est que on a voulu mettre notre marque dans notre travail. Et on a créé des marques, justement. Tu parlais de haute couture. C'est la prétention qu'on a tous, c'est-à-dire de se dire, nous, on veut faire de la haute couture. On n'arrivait pas à développer notre vision ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on veut rester en individuel. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a répondu à des questions. J'espère que vous avez pu vous identifier à certains d'entre nous et que ça va peut-être vous aider à franchir le cap de l'exercice en individuel et que ça vous motivera à continuer si vous l'êtes. À très vite sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de Solo.